Un géant de la culture québécoise nous a quittés. Marc Messier s'éteint à 78 ans. Un choc. Je savais qu'il était malade, mais on le savait tous, mais on ne s'attend jamais à ça, là, quand même. T'sais. C'est cette humilité qu'il avait dans la façon d'être drôle. Et c'est ça qui me revient tout le temps. Des milliers de policiers rassemblés pour le dernier hommage à leurs collègues tués dans la fusillade de Côte-des-Neiges. En fait, être policier, c'est plus qu'un métier. C'est une vocation. Celle de vouloir servir et protéger sa communauté. Et Marine Le Pen sera candidate à la présidentielle malgré l'obligation de porter un bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Nous sommes innocents de cette infraction de détournement de fonds publics pour lesquels nous avons été condamnés. Il est 22 h, c'est l'heure d'un nouveau info. Bonne fin de soirée tout le monde. Le milieu artistique, le public, la classe politique pleurent un grand de la culture québécoise. Marc Messier s'est éteint à 78 ans à la suite d'une courte maladie. Et ce soir, les hommages sont nombreux. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, écrit « Comme pour tant de Québécoises et de Québécois, il était l'un de mes acteurs préférés ». Le premier ministre Mark Carney ajoute « Ses rôles marquants dans La Petite Vie, Les Boys, resteront gravés dans la mémoire de beaucoup de gens ». Et pour cause, que ce soit en Marc Gagnon, dans L'ancien compte, en Régent, dans La Petite Vie ou encore en Bob, dans Les Boys, Marc Messier a marqué des générations. Juliette Poirot. Un acteur immense qui a marqué autant le théâtre, la télévision que le cinéma québécois par ses rôles aussi diversifiés qu'iconiques s'est éteint. Âgé de 78 ans, Marc Messier laisse derrière lui ses 3 enfants ainsi que des milliers de Québécois qui l'ont adoré tout au long de ses 50 ans de carrière. Quelle tristesse! Moi, c'est un comédien que j'aimais beaucoup parce qu'il a joué plusieurs genres de rôles. Hein? C'est certain que c'est une grande perte pour la culture québécoise, oui. Bien là, ça donne un coup. Ouais. Un autre grand qui s'en va. Je suis un peu sous choc, là. Accompagné de ses amis Michel Côté et Marcel Gauthier, c'est la pièce de théâtre Brou en 1979 qui l'a propulsé à l'avant-scène. Une pièce qu'ils ont présentée plus de 3300 fois. Hey, Pointu, on fait une petite bullshit avant que je parte, là? Quelque chose de vite, là? Tu peux manger de la merde avec ta bullshit! Okay. Il a ensuite joué des rôles inoubliables tels que Marc Gagnon dans L'ancien compte, Régent Pinard dans La Petite Vie ou encore Bob Chicoine dans la saga Les Boys. Et au-delà du grand acteur, l'homme qu'il était a aussi marqué et touché tous les gens qui ont croisé sa route. Denis Bouchard, qui jouait Lulu dans la série L'ancien compte, souligne l'humilité de Marc Messier. C'est quelqu'un que tu voulais avoir dans ton équipe tout le temps. Là. Il n'y en avait pas de problème avec Marc, peu importe les horaires de fou. Il parlait avec tout le monde, les techniciens, tout ça. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas de différence entre l'acteur et ce qui était dans la vie. Régent Tremblay, co-créateur de L'ancien compte, se rappelle de la qualité du travail de Marc Messier sur le plateau, mais surtout du succès de son personnage, Marc Gagnon. C'est un personnage, tu dis, ouais, le monde va-tu l'aimer? Puis là, tu donnes le personnage à Marc Messier. Puis là, le monde comprenne que, ouais, il trompe sa femme, mais il a tellement mal de la tromper que tu peux pas l'ayer. Bien entendu, on ne peut pas parler de Marc Messier sans parler de La Petite Vie, cette série humoristique qui a marqué les années 90. Le personnage de Régent Pinard, un mari infidèle et paresseux qui parlait de lui à la 3e personne du singulier, en a fait rire plus d'un. Lors de sa diffusion originale, La Petite Vie a tiré une moyenne impressionnante de 3 millions de téléspectateurs par épisode. Il est rendu vice-président. Et pour les plus jeunes, Marc Messier, c'est Bob Chicoine dans Les Boys. Vous savez, le speech de la motivation. C'est quoi notre force, nous autres, les boys? Hein? Ça sera pas entre les 2 oreilles, peut-être? Mental toughness! La dureté du mental! Les Boys, c'est 4 films, une série télé et une pièce de théâtre. Une aventure qui a duré plus de 30 ans au plus grand bonheur de Rémi Girard. L'aventure des Boys, surtout, c'est là que j'ai connu Marc. Et on ne s'attendait pas à ce que ça dure 30 ans, cette aventure-là. On a formé une équipe sur l'écran, mais on a aussi formé une équipe d'acteurs pendant toutes ces années-là. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Et pour revenir sur la perte de ce monument culturel du Québec, je me suis entretenue un peu plus tôt avec le comédien, analyste sportif Yvan Ponton, avec qui il a tourné de nombreuses scènes marquantes du petit écran.
Bonsoir, Yvan Ponton. Merci d'avoir accepté notre entrevue parce qu'on sait que vous avez perdu un ami, aujourd'hui un collègue aussi de plateau. Alors, au nom de toute l'équipe, on vous offre nos condoléances, bien entendu. C'est quand même un monument de la culture québécoise qui s'est éteint aujourd'hui, mais vous étiez proche de Marc Messier. Comment il était, Marc Messier? Marc Messier, d'abord, c'était un acteur généreux, très créatif, Marc. Il avait sa marque bien à lui, unique à sa façon. Mais je veux dire, c'est quand on était ensemble, parce qu'on passe souvent beaucoup plus de temps hors tournage que pendant les tournages. Donc, il faut attendre pendant les longues journées de tournage. Toujours joyeux, toujours positif, Marc. J'ai jamais entendu rien de Marc où il était négatif ou que ça allait pas bien. Et peut-être que ça allait pas bien, mais il avait cette manière bien à lui de revirer les choses et puis de passer ça au pas sérieux. Alors ça, c'était Marc, tout à fait. Vous avez été son coach dans Lancer Compte. Oui. Vous avez été son partenaire de hockey dans Les Boys, même une petite apparition à La Petite Vie aussi. Oui. Quel souvenir, vous allez garder de lui, par exemple, sur une scène que vous auriez envie de nous partager? Sur une scène, je vais garder la fameuse scène pour lui de la dureté du mental. Parce que, et ça vous dire, parce que la dureté ça a marqué les esprits. Oui, puis il a fait cette scène-là, puis il a dû, lui est obligé de la reprendre le lendemain. Il y a eu un problème technique, d'éclairage, je sais pas quoi. Alors le lendemain, je veux dire, il est obligé de reprendre ça. Puis nous, évidemment, dans Les Boys, c'était tous des rigolos, hein? Et puis Marc aussi, je veux dire, alors, nous, il fallait qu'on se retienne pour ne pas rire quand il nous sortait ces fameuses tirades-là. Alors, pour moi, c'est un grand moment que je me souviens avec Marc. Et la dernière fois que j'ai vu Marc, c'était sur un terrain de tennis. Et puis, parce que ça nous est arrivé les dernières années de jouer au tennis ensemble. C'est une passion commune que vous aviez. Oui, il aimait ça. Je sais que, je veux dire, quand j'arrivais sur les tournages, et souvent, il me prenait des nouvelles. « Hey, qu'est-ce qui s'est passé au tennis? » Et puis, ouais, il est bon, Alcaraz, hein, et tout ça. Et donc, on avait cette connexion-là, en plus d'avoir le fait qu'on travaillait ensemble. Ça a été un choc pour le public, finalement, qu'on a comme appris qu'il était malade. Parce qu'on l'a vu récemment, je pense, avant le crash ou encore avec le retour d'Anna Brodeur. Est-ce que vous, ça faisait longtemps que vous l'aviez vu? Eh bien, ça faisait un petit moment que je l'avais vu, oui, mais d'un ami de tennis, justement, qui était au courant et que j'ai rencontré la semaine dernière, que j'ai croisé. Il m'a dit, c'est pas bon, Marc, ça se détériore et ça se détériore vraiment rapidement. Et il avait été un peu, inquiété il y a peut-être 3 ou 4 mois de ça. Il avait pris des tests et tout ça. Mais là, vraiment, ça a été tellement rapide. Il est entré à l'hôpital, il me semble, jeudi dernier, puis voilà, là, ça fait même pas une semaine. Quand on dit un choc, parce qu'il a participé, comme vous, on s'en parlait avant d'aller en ondes, à des projets qui ont perduré dans le temps. On pense à Brou, on pense à La Petite Vie, à Lancer Compte. Quel legs il va laisser, finalement, aux Québécois, vous pensez? Bien, il va laisser un grand leg de théâtre avec Brou, justement, et puis des grandes téléséries. Les gens vont se rappeler de La Petite Vie. Ça, pour moi, c'est certain. Et Marc Messier, ça va être... Ah oui! Ah, mon Dieu, qui était drôle dans La Petite Vie, tu sais. Et cette générosité-là. Ouais. Un grand comique, mais tellement touchant aussi. Ah, mon, absolument, oui. Ouais, il était gentil, il était ravissant, Marc, oui. Yvan Ponton, merci beaucoup. Plaisir. Par ailleurs, une cérémonie forte en émotion s'est aussi tenue au Centre Bell à Montréal aujourd'hui pour un dernier hommage. Un hommage qui a été rendu au policier Mohamed Lamine Ben Redouane, mort en service lors d'une fusillade il y a 2 semaines à Montréal. 6 000 policiers de la province, mais aussi d'ailleurs au Canada et même des États-Unis étaient présents, en plus de la famille éprouvée. Parce que bien sûr, derrière l'uniforme, il y avait aussi un père, un fils, un frère et un époux. Lily Mercure. Des milliers de policiers du service de police de la Ville de Montréal ont ouvert l'imposant cortège funéraire pour honorer la mémoire de Mohamed Lamine Ben Redouane. C'est par des services de police de partout à travers l'Amérique du Nord qu'ils ont été suivis. Le policier de 34 ans laisse dans le deuil un fils de près de 3 ans et sa conjointe enceinte. Au Centre Bell, les membres de sa famille, incluant son frère jumeau, ont livré des témoignages poignants. Je voudrais faire la promesse ici. Je prendrai soin de tes enfants.
Je serai là pour eux, pour les guider, les soutenir et leur rappeler chaque jour à quel homme extraordinaire était leur père. Même si ton absence laisse un vide immense, ton amour et ton courage continueront de nous guider. Je t'aime, mon jumeau, et je t'aimerai toute ma vie. Repose en paix, Mohamed. Ton devoir est accompli. Ton souvenir est éternel. Merci tout le monde. Puis aujourd'hui, j'ai regardé mes confrères et consoeurs dans les estrades et je sais qu'est-ce qu'ils pensent. Je sais qu'ils sont bouleversés, je sais qu'ils sont vraiment renversés par les événements, mais je sais très, très bien. Et depuis 2 semaines, ils commencent à avoir les témoignages. Boss, on est là. Boss, on va servir, protéger. Le mot d'ordre de cette cérémonie, sacrifice ultime. Mohamed Lamine Ben Redouane a été tué en service. Lui et sa partenaire sont les premiers à être arrivés à la fusillade le 22 juin dernier dans Côte-des-Neiges. Et je veux souligner à quel point son courage aura permis de sauver des vies. Et non seulement de commémorer l'ultime sacrifice de Mohamed, mais aussi commémorer et dire à nos policiers l'importance qu'ils ont dans la protection d'une ville comme celle de Montréal. On a fait face à un terroriste misogyne. Et dans notre société, ce que l'on voit présentement, ce que nos policiers et policières constatent, c'est la montée de certaines extrêmes, dont la misogynie. De nombreux civils ont assisté à la cérémonie, visiblement touchés. J'ai aucune idée pourquoi je ne savais pas le policier, mais ça me fait toucher. Notre garçon est dans la police. Il travaille pour la police de Montréal. Puis parce que nous autres aussi, ça nous a fait que ça aurait très bien pu lui arriver à lui. Hein? Alors, on peut avoir des désaccords sur plusieurs choses, mais je trouve que c'est vraiment important d'être là pour montrer qu'on est solidaires. Je pense qu'il faut prendre le temps de venir ici puis saluer tous les policiers. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Très touchant. Politique fédérale maintenant. Le premier ministre Mark Carney a nommé au Sénat Richard Martel, un député conservateur québécois. M. Martel représentait la circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord depuis 2018. L'opposition officielle formée par les conservateurs de Pierre Poilievre perd donc un député et se retrouve à 139 sièges. Le gouvernement de Mark Carney, lui, détient maintenant une mince majorité d'un siège à 172. Au sommet de l'OTAN à Ankara, en Turquie, Mark Carney solidifie ses liens avec l'Europe et tente d'apaiser le président Donald Trump. Les détails au retour. Sur la scène internationale maintenant, le sommet de l'OTAN s'est ouvert aujourd'hui à Ankara, en Turquie. Lila, le premier ministre Mark Carney qui est en opération séduction présentement. Oui, le premier ministre qui a effectué plusieurs rencontres. Donc aujourd'hui, il a rencontré le Pays-Bas, la Norvège, l'Ukraine aussi, l'Allemagne. Et donc Mark Carney qui a d'ailleurs souligné l'importance d'une collaboration à court terme et à long terme avec l'Ukraine. Un des gros dossiers à l'ordre du jour également, c'est celui de la Banque de la Défense que le Canada devrait héberger. Et le ministre canadien de la Défense qui s'est montré plutôt satisfait des réalisations du pays en matière de défense. Our objective here is to continue showing to our NATO partners that we are moving forward. We are making significant investments. We've just chosen the submarines. We are building out our economy in this area. We're procuring lots of goods and services. We're rebuilding our bases. We've extended our stay in Latvia by 3 years. We're making massive investments. M. Carney veut se rapprocher de l'Europe. Alors, il y a aussi eu un accord de partenariat stratégique entre le Canada et l'Allemagne. Absolument. Et parmi les principaux domaines de coopération entre les deux pays, on se dit qu'ils vont approfondir tout ce qui est sécurité, défense, technologie, intelligence artificielle, espace encore. Le montant des échanges entre les deux pays s'élève à 34 milliards de dollars. Et bon, évidemment, il est question de la nouvelle flotte de sous-marins qu'une entreprise allemande va construire. On peut écouter notre Premier ministre plutôt ravi. This is the largest defense procurement in Canada's history. This will create a tremendous amount of very high-quality jobs in all of our countries. Et donc d'autres rencontres sont à prévoir dans les prochains jours. On sait que le président français Emmanuel Macron est sur place. Il y a également M. Trump qui est sur place. Lui qui justement a menacé à plusieurs reprises de quitter l'OTAN et qui regrette justement que les autres pays ne soient pas là pour lui, mais lui plutôt là pour les autres. Alors on va voir ce qui va se dire dans les prochains jours. Merci Lila.
Et au Moyen-Orient, les États-Unis ont mené de nouvelles frappes contre l'Iran. Ces attaques surviennent quelques heures après le bombardement de 3 navires au large d'Oman, dans le détroit d'Ormuz. Téhéran et Washington affirment que ces offensives de part et d'autre violent l'accord conclu le mois dernier. Ça risque bien sûr de compliquer encore davantage les négociations. D'ailleurs, les discussions sont suspendues présentement à l'heure actuelle pour mettre fin au conflit. Allons faire un tour en France maintenant parce que Marine Le Pen a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en 2027 et ce, malgré sa condamnation de 3 ans de prison, dont 1 an ferme avec un bracelet électronique. On fait le point tout de suite avec notre collaborateur en Europe, Romain Chauvet, à Paris. Bonsoir, Romain. Oui, bonsoir. Alors, comment cette annonce est perçue en France, je dirais même en Europe? Oui, eh bien, je vous dirais que c'est assez controversé parce que plus tôt dans la journée, la Cour d'appel ici en France a rendu sa décision et a condamné Marine Le Pen, comme vous le disiez, à 3 ans de prison, dont 1 an ferme avec ce bracelet électronique. Et quelques heures plus tard, dans une entrevue très attendue ici à la télévision française, Marine Le Pen a toujours une nouvelle fois clamé son innocence et a dit qu'elle allait porter à un tribunal plus haut, la Cour de cassation ici en France, la condamnation d'aujourd'hui. Et donc, par la même occasion, elle a également annoncé qu'elle était candidate donc dans quelques mois pour ces élections présidentielles en France et que toute cette condamnation ne s'appliquait pas parce qu'elle a donc rendu ce rang à la Cour de cassation pour suspendre cette condamnation. Alors, je vous dirais que ça a fait beaucoup réagir tout au long de la journée, à la fois des Français et la classe politique ici. Bon, Romain, présentement, Mme Le Pen est la favorite dans les sondages. Est-ce que cette nouvelle-là va lui nuire ou, au contraire, ça va l'aider à aller chercher de nouveaux votes? Je vous dirais que ça peut être à double tranchant. J'ai parlé aujourd'hui à plusieurs Français ici à Paris, certains qui ont déjà voté pour le parti de Marine Le Pen, ici de l'extrême droite en France, qui me disaient, écoutez, que ça soit Marine Le Pen, Jordan Bardella, un autre candidat, condamné ou pas, on votera toujours pour ce parti. C'est la seule alternative. Et puis j'ai rencontré d'autres gens qui me disaient, écoutez, on était tenté possiblement de voter pour Marine Le Pen, mais avec cette condamnation pour détournement de fonds publics, eh bien, on va observer quelles seront les autres options, les autres candidats. Et donc, il pourrait peut-être se détourner de Marine Le Pen. Mais vous savez, Marine Le Pen va sûrement utiliser cette condamnation pour essayer d'aller chercher plus de voix. Elle se met souvent comme victime d'un système qui voudrait l'empêcher de se présenter pour accéder à la présidence en France. Alors, il faudra voir évidemment les prochains mois et les prochains sondages. Mais pour l'instant, oui, ça reste la grande favorite pour les élections ici présidentielles en France. Alors, elle, avec son bras droit, Jordan Bardella, avec qui elle dit former un ticket gagnant, doivent d'ailleurs lancer leur campagne officiellement ce soir? Oui, effectivement, c'est ce qu'elle a dit, que la campagne était déjà lancée. Dans les dernières heures, elle a publié déjà une affiche électorale sur les réseaux sociaux où elle titre « La Renaissance ». On la voit avec des drapeaux français. Donc, je vous dirais que oui, on sent déjà que cette campagne présidentielle est lancée. Demain, elle va se rendre sur le terrain, Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, à la rencontre des Français. Ça sera intéressant de voir comment elle sera reçue. Et c'est ce qu'elle a dit ce soir dans cette entrevue à la télévision, que c'est un duo gagnant, elle comme présidente de la République et M. Bardella comme son Premier ministre. Elle a dit que tout ce qu'ils ont vécu dans les derniers mois, ça a été des épreuves, mais ça les a renforcé leurs liens. Et donc, ils sont plus près que jamais pour accéder au pouvoir dans les prochains mois en France. Mais beaucoup de choses peuvent se passer encore dans les prochains mois. Alors, ça sera évidemment à suivre ici. On se reparlera certainement. Merci beaucoup, Romain Chauvet, en direct de Paris. Avec plaisir. Au revoir. On revient sur cette histoire de colis piégé à Monaco qui est digne d'un film d'espionnage. Un oligarque ukrainien, sa femme et son fils ont été blessés dans l'explosion survenue il y a 1 semaine maintenant. La suspecte de l'attaque, une femme de 39 ans, a été retrouvée aujourd'hui tuée par balle en Ukraine. 2 hommes ont été arrêtés pour son meurtre. Il s'agit d'un ancien membre des forces de l'ordre et d'un employé du renseignement ukrainien. On est à quelques jours de la première du spectacle hommage à Jean Leloup présenté par le Cirque du Soleil. Ça va se passer à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières et toute l'équipe s'affaire à peaufiner les décors et les costumes avec en tête le développement durable. Marie-Ève Campeau a visité les coulisses de cette production d'envergure.
Les décors, les accessoires, les costumes. C'est plus de 80 créateurs et artisans du Cirque du Soleil qui sont débarqués à la fin du mois de juin à Trois-Rivières pour nous préparer ce grand spectacle. On est vraiment dans les derniers jours, dans les derniers préparatifs avant la première du 15 juillet. Donc, on est en processus de validation avec les artistes, on fait les dernières retouches. Cette année, j'ai eu le privilège d'accompagner l'équipe de création à monter un premier bilan d'éco-conception. Donc ça a fait qu'on s'est intéressé à l'ensemble des éléments de création, donc décors, costumes, accessoires. La grande majorité sont réemployés. Sur le projet de Jean Leloup, ça a vraiment bien tombé parce que notre concept qui est très défraîchi, c'est des souffrants qui sont... Il n'y a rien de propre, tout est magané. Donc ça, on s'est dit que ça va nous aider pas mal. Par exemple, avec les grands ballets canadiens, on a fait une collaboration. On a pu récupérer plus de 150 livres de costumes qui étaient destinés au déchiquetage, tout simplement. En amenant cette contrainte d'éco-conception à l'équipe, qui n'est pas vraiment une contrainte parce que tout le monde a embarqué avec plaisir, mais ça a forcé la créativité sous un autre angle. Une des demandes qu'on avait de Jean Leloup, quand on l'a rencontré au début, c'était qu'il y ait un corbeau dans le show. C'est la seule affaire qu'il a demandé. Fait qu'on a travaillé, nous, sur un personnage avec les costumes. Les costumes nous ont demandé de faire les ailes du fameux corbeau. Puis les ailes, il n'y a aucun achat là-dedans. Ça a tout été fait avec des restants que j'avais à l'atelier. Ça donne un objet qui est vraiment beau à voir sur scène. Quand il porte ça, c'est magique. Donc, on a vraiment approché l'esthétique de tous nos maquillages de façon instinctive, un peu comme un geste radical d'un enfant qui fait un dessin pour la première fois et qui veut décider de changer d'identité pour la soirée. Combien est-ce que d'artistes qui doivent apprendre comme ça à se maquiller? Alors, on a 27 artistes qui font tous un look original à tous les soirs et qui ont aussi une intervention de cheveux quelconque, vraiment pour leur permettre d'incarner leur personnage super original à tous les soirs. En fait, la dramaturgie du spectacle est basée sur la chanson Le Dôme de Jean Leloup. Il y a beaucoup de descriptions de personnages, d'ambiance, de textures, de couleurs. Ça a vraiment été notre point de départ pour faire la création de nos premiers personnages. À chaque année, on espère. Il est dans notre liste de top, puis ça marchait pas, ça donnait pas. Il était pas prêt, mais là, cette année, c'est notre année. Puis c'est drôle, on savait que ça vendrait de même parce qu'en plus, Jean Leloup, c'est un artiste que tout le monde connaît, qui joue encore beaucoup dans les radios. Le spectacle Paradis perdu qui rend hommage à l'œuvre de Jean Leloup sera présenté du 15 juillet au 15 août et l'engouement est réel. Il y a plus de 65 000 billets qui ont déjà trouvé preneur. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info. Et au tennis, c'est une défaite crève-cœur pour Félix Auger-Aliassime à Wimbledon. Le Québécois qui s'est incliné en 5 manches face au vétéran Novak Djokovic en quart de finale. Le match a duré 5 heures et 15 minutes. Alors voilà, c'est complet pour ce soir. On sait que ça a été un bulletin fort en émotion. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Et bien sûr, on vous retrouve demain là-dessus. Bonsoir, bonne nuit tout le monde.